Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur Dealer de Wheels, épisode numéro 6. Avant de vous parler de mon invité du jour, un petit point tech et bug. Mes 5 premiers épisodes se sont tous bien passés. On avait fait un crash test avec mon frérot Thibaut Benacchio de Cargo Cult. Mais la suite s'est plutôt bien passée. Aujourd'hui, lors de ma rencontre avec Philippe, pas mal de choses sont allées de travers. Déjà mes GoPro et mes cartes SD. Une vide mais pleine selon la GoPro, et l'autre vide mais que 35 minutes de dispo alors qu'elle fait 250 Go de capacité. Bon, allez, tant pis. Pas de plan sur ma gueule, je filme Philippe avec mon iPhone. Ah, merde, plus de 35% de batterie. Ok, rien ne va. Bon, j'apprends encore et il faudra à l'avenir que je prévoie de dédoubler tout mon matos. Donc, la vidéo YouTube sera pas mal de bricolage. Pour cette fois-ci, désolé d'avance. Allez, je vous laisse découvrir ma rencontre avec Philippe. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, ciao. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui, épisode numéro 6. Donc, je ne suis pas chez moi, je me suis déplacé. Je suis dans les locaux de KS Motorcycle et je suis en présence de Philippe qui va... Bonjour Philippe déjà. Bonjour Martin, merci de ton invitation dans ton podcast. Et ben merci à toi de me recevoir déjà dans vos locaux et puis de faire cet entretien avec moi. Je suis très content. Première question, du coup, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Philippe Dufaux, j'ai 62 ans, je dirige KS depuis 12 ans. C'est une société que j'ai créée il y a une douzaine d'années. Notre métier de départ, c'était de la vente de pièces sur le web. Donc on ne faisait que ça, on vendait des pièces sur le web. On était associé à l'époque à un atelier qui s'appelait Browser Offroad, qu'on a intégré dans la structure pour légitimer en fait notre business sur le web. L'idée, c'est de compléter d'aller jusqu'au client final avec un atelier pour monter des pièces qu'on vendait sur Internet. Donc on est devenu assez rapidement le leader de la pièce détachée sur Internet, d'Harley Davidson uniquement, et aujourd'hui on est un gros revendeur multimarque, donc on vend de la pièce et de l'accessoire pour l'ensemble des marques. On a un site Internet qui a 9 millions de références et qui regroupe tout un tas de produits avec... un fort attachement à la marque Harley Davidson, parce qu'on vend beaucoup de pièces pour cette marque-là. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, mais on vend aussi tout un tas d'autres pièces. Ok, bravo. Déjà, c'est pas mal. Oui, c'est bien, on est content, mais c'est jamais fini, quoi. C'est sûr, mais c'est déjà 12 ans. C'est ça, 12 ans, tu m'as dit ? 12 ans, ouais. Ouais, félicitations. On a créé la société en 2011, en juillet 2011, et on a démarré l'activité commerciale en décembre 2011. Ouais. Donc, on a commencé à faire nos premiers euros de chiffre d'affaires en décembre 2011, juste avant Noël. Ok, c'est bien. C'est une bonne période. Ouais. Avant tout ça, il y a Philippe, donc Philippe Dufaux, qui rencontre, j'imagine, les deux roues. Comment ça se passe ? C'est une passion qui est arrivée très tôt, en fait. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai été fan de vélo tout petit parce que c'était un moyen de locomotion, c'était un moyen de déplacement qui donnait beaucoup de liberté. Et tu es né dans la région ? Non, je suis originaire du Sud-Ouest. Je suis originaire des Landes. Okay. Je suis né à Mont-de-Marsan dans les Landes, donc j'ai passé toute ma jeunesse dans les Landes. Et après le vélo, naturellement, sont arrivées les motos à vitesse. Donc c'est une période incroyable. On pouvait rouler à moto sans casque, enfin à deux roues sans casque à l'époque, okay. C'est légal. Et donc j'ai roulé avec des 50 à vitesse. Enfin, j'ai bricolé des Solex. On a acheté des Solex à la campagne pas cher, ou qu'on nous donnait même. Donc on est bricolé. On était à moteur derrière. Donc le vélo avec le petit moteur devant, un moteur derrière. Enfin, on a fait des montages improbables. On avait fait des choppers avec des Solex à l'époque, enfin des trucs avec des grandes fourches incroyables. Okay. Et puis moi j'ai eu une passion très tôt, vers 14 ans, pour les motos anglaises, parce que c'est ce qu'on pouvait voir. On voyait des BSA, on voyait des Trions, donc c'était vraiment mon truc. Cette passion, je reviens juste sur petit, elle t'a été transmise par tes parents ? Pas du tout, non. Moi j'ai des parents qui ont jamais mis leurs fesses sur une moto. Et c'est l'environnement, en fait. C'est d'abord le vélo, c'était le deux roues à pédale, c'était un morceau de liberté. Et le deux roues motorisé, c'était encore plus de liberté. Donc c'était vraiment un truc vers lequel j'ai été très naturel. Et ça avec des copains, tu te rappelles ? C'était quelques copains, mais
En fait, moi, j'étais le plus âgé des copains, entre guillemets, et donc c'est plutôt moi qui a traîné mes copains, mon frère également, vers la moto. Ok. J'avais pas de copains, j'avais quelques grands frères de copains qui avaient des motos, mais ils avaient des motos japonaises qui m'excitaient pas beaucoup. Ils avaient des 125 deux temps, c'est pas un truc, le bruit d'un deux temps, c'est un truc qui m'a jamais excité. Ok. Donc j'étais plus tourné vers des quatre temps. Moi, j'ai commencé après à moto avec une 125 Honda, avec un mono Honda, et puis voilà. Donc après, j'ai eu des plus grosses cylindrées et rapidement des Harley. D'accord. Ouais, donc du coup, tu étais un peu précurseur, c'est toi qui as tiré les copains un peu C'est un peu ça, ouais. dans C'est un peu ça. l'univers des deux roues après le vélo, quoi. C'est un peu ça. Ouais, ok, C'est tout à fait ça, ouais. ok. Tu te rappelles de ton permis moto? Mon permis moto, je l'ai passé en 1979. Donc le permis 125, je l'ai passé en 1977. Ah oui, t'as passé d'abord le permis Ouais, d'abord 125. le permis 125. J'ai passé le permis moto en 1979 avant de passer le permis voiture. Et j'ai acheté une Triumph neuve, une T140 Bonneville, modèle America, avec les roues à bâton neuves. C'était une somme folle à l'époque. J'ai emprunté de l'argent à tout le monde pour acheter cette moto. Et puis j'ai roulé peu de temps avec parce qu'en fait ça n'a pas été mon truc très longtemps. J'ai pris du plaisir, j'ai fait quelques dizaines de milliers de kilomètres parce qu'on roulait beaucoup à l'époque, mais j'ai eu l'opportunité d'échanger des motos parce que j'avais plein d'autres motos. Un petit peu après, j'ai acheté un 250 MZ avec un sidecar avec lequel j'ai fait des peut-être 150 000 kilomètres. Ah oui, Ouais, en fait, bon, je travaillais pas beaucoup à l'époque, je faisais plus de motos que de travail, donc j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai échangé ce 250 MZ contre un 900 Sportster qui était fracassé. Donc c'était mon entrée dans le monde Harley et rapidement j'en ai eu plein d'autres. Et donc le chopper que j'ai encore aujourd'hui qui est en bas dans le garage que tu as vu la la longue dernière fois que tu es fourche. venu, que j'ai depuis l'âge de 19 ans. Ok, incroyable. Voilà, donc à 18 ans de permis, une T140, d'autres motos en même temps. Des souvenirs du permis? Facile Ah mais c'était très facile. À l'époque, quand moi j'ai passé le permis, j'étais la dernière génération à pas avoir de circuit lent. D'accord. Mon frère, qui a un an de moins que moi, lui avait un premier circulant où il y avait un truc à bascule, enfin il y avait deux, trois bricoles comme ça. Donc que de la circulation? Moi j'avais que de la circulation, et en fait il fallait... Alors moi j'ai passé le permis, ça va faire rire tout le monde, avec un 175 MZ, Ok. et en fait il fallait faire frotter la béquille dans un virage, et t'avais le permis. Donc le moniteur te suivait en voiture, et tu faisais une gerbe d'étincelle avec la béquille, et t'avais le permis. C'est incroyable, mais c'est comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Bon, c'est pas forcément ce qu'on demande aujourd'hui, Non, c'est pas du tout ce qu'on demande aujourd'hui, effectivement, mais mais c'est marrant. La moto à cette époque, elle est comment? Elle est beaucoup bien développée? non, pas du tout. Alors dans mes Landes natales, il y a très peu de motos. Il y a très peu de motos. Il y a pas du tout. Il y a un concessionnaire Honda qui fait un peu tout, qui fait un peu de motoculteur, un peu de tout, et dont Honda. Il y a deux trois garages de vélos qui vendent des mobylettes et des cyclos à vitesse, mais c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est pas du tout une culture de région, en fait, hein. Il y a des régions comme le nord de la France où il y a beaucoup de motards. C'est pas du tout le cas des Landes. Enfin, moi, je suis originaire dans cette région-là. Il y a peu de motos, très peu de motos. D'accord. Ok, donc ouais, pas mal de motos, pas mal de voyages, du coup. Ouais, beaucoup de voyages. Ouais. Moi, Jeune. j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait beaucoup de motos, ouais, étant jeune. Ouais. Ok. Beaucoup. Ouais. C'est quel souvenir tu en as de ça? C'était. Bah, des souvenirs dans la continuité du préambule de tout à l'heure, c'était la liberté, en fait. C'était des années incroyables où il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de contrôle dit de vitesse, ni d'alcoolémie, ni de rien du tout. Donc c'était la liberté totale à l'époque. Alors c'est l'époque où moi je buvais pas d'alcool parce qu'on boit pas d'alcool jeune. Enfin à cette époque-là on buvait pas d'alcool jeune, mais c'était une période de liberté totale en fait. La vie coûtait pas cher, le carburant coûtait pas très cher, rien coûtait cher. Donc on pouvait avec peu d'argent vivre longtemps et aller loin. Super. Tu rencontres du monde à cette époque-là? Il y a une communauté, il y a quelque chose Non, autour de en toi? fait, il y a pas de communauté. Enfin, il y a des communautés. Enfin, il y a quelques communautés qui existent, mais moi, je me suis toujours tenu très éloigné des communautés. Ça, Par c'est mon... principe, par. Non, c'est mon sens de liberté, en fait. D'accord. C'est mon désir de liberté. Enfin, moi, je considère que quand on est dans une communauté, enfin, trop intégré dans une communauté, on est un peu prisonnier de cette communauté-là. Donc, moi, j'ai jamais... T'as besoin de liberté. Ouais, moi, j'avais vraiment besoin de liberté. J'ai jamais été attaché à une communauté du tout, non. Pas du tout, du tout. Donc, j'ai voyagé pour moi, j'ai rencontré des tas de gens, j'ai fait des rencontres incroyables, mais pas dans l'univers de la moto, pas du tout, du tout. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai passé des moments incroyables avec des gens, j'ai des souvenirs fabuleux hein,
de rencontres, mais pas dans la moto. La moto, c'est un moyen pour moi de me déplacer et de rencontrer des gens, de prendre du plaisir sur la route. À côté de ça, Philippe, il a quand même fait des études, travaillé Alors, un moi, j'ai pas peu. fait d'études, non. Alors, moi, j'ai un peu bâclé les choses. Moi, j'avais cette soif de liberté qui m'a un peu donné des études. Donc j'ai fait des études comme tout le monde parce qu'il faut aller jusqu'au bac, mais moi j'ai fait des études techniques, donc parce que j'adorais bricoler, donc moi je me suis orienté vers une filière technique, donc je suis sorti avec un bac technique, et après j'ai travaillé dans la grande distribution. J'ai fait des métiers très différents de ceux à quoi j'étais destiné par les études, donc je travaillais dans la grande distribution, je travaillais dans le commerce, et puis voilà, j'ai mené une vie professionnelle assez rapide. J'ai pas beaucoup j'ai travaillé assez tard, vraiment travaillé assez tard. Avant, c'était la moto, les voyages. Ouais, c'était beaucoup la moto, les voyages. C'était un des petits boulots parce il fallait pouvoir subvenir à ces voyages et ses désirs de moto et ses besoins de moto. Mais j'ai commencé à travailler sérieusement assez tard, et quand je me suis mis vraiment. Et voilà. Papa, maman, ils voient Philippe partir avec toutes ses motos. Mais moi, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai des parents qui m'ont donné beaucoup de liberté. Chez nous, c'était open bar. En fait, on faisait ce qu'on voulait. En fait, j'ai une chance inouïe d'avoir ma mère est encore vivante, mais des parents qui nous ont éduqués avec un sens de liberté incroyable, où on pouvait tout faire. Il y avait aucune contrainte. Alors, dans un monde beaucoup moins dangereux, entre guillemets, qu'aujourd'hui, enfin, dit moins dangereux, c'était un monde plus facile. Il n'y avait pas la peur de tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais j'ai des parents qui nous ont laissé, mon frère et mes sœurs, faire ce qu'on voulait, faire nos choix de vie, nos choix professionnels, et puis ça s'est pas mal passé pour tout le monde. Tu disais que les Solex, vous les aviez bricolés à faire des choppers. Toutes tes motos, t'as toujours ce côté-là, bricolé ou plus roulé? J'ai eu des motos, enfin moi j'adore bricoler les motos. Enfin là je le fais moins maintenant parce que j'ai moins de temps, mais en fait c'est un peu le paradoxe de ce métier-là où je suis dans la moto mais je travaille beaucoup, donc j'ai moins de temps pour moi. Mais moi j'ai toujours aimé bricoler les motos. J'ai eu peu de motos sur lesquelles j'ai rien fait. Je crois que la seule moto que j'ai pas bricolée, c'est le 250 MZ avec un sidecar, avec lequel j'ai fait des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres, qui était une moto utilitaire, mais très fonctionnelle. Mais toutes les autres motos que j'ai eues ont fini. Si j'ai une Electra, il y a une trentaine d'années, que j'ai revendu comme elle était, parce que ça correspondait à un besoin que j'avais de véhicule pour me transporter à un moment donné. Mais toutes les autres motos ont été coupées en deux, rallongées, modifiées. Enfin voilà, moi j'adore bricoler, j'adore changer les choses, j'adore faire des motos pour moi. Les motos sont chères à l'époque aussi? Non. C'est beaucoup moins cher qu'aujourd'hui? Non, alors, les motos neuves sont chères. Enfin, la première Triumph que j'ai achetée, c'était une moto chère. C'est une moto que j'avais dû payer dans les 30 000 francs à l'époque, ce qui faisait une somme colossale, hein. C'était vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Par contre, après, après ce premier achat, j'ai pu acheter des motos neuves. J'ai acheté des motos d'occasion, ou souvent des motos en très mauvais état. Et donc les motos étaient pas chères. Et Vraiment pas chères. tu les retapais? On les retapait, on roulait avec, voilà. Mais il y avait des motos vraiment pas chères. Ouais, il y avait pas le bon coin par contre. Du coup, Il y c'était a pas le bon connaissance. coin, il y avait pas le bon coin, mais C'était par reconnaissance. il y avait des petites annonces, il y avait des magazines d'annonces. Ah oui, sur les journaux. Ouais, il y avait des journaux, il y avait du papier, il y avait des copains qui connaissaient un copain qui connaissait, donc il y avait une espèce de communauté malgré tout qui existait, qui permettait de faire des rencontres et de faire des affaires. On va croire que je suis super jeune, mais j'ai quand même connu aussi les journaux et les petites annonces sur les journaux. Ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que ça n'a jamais existé. On a le réflexe d'internet, C'est ça. mais ouais, c'est vrai que. Explique-nous un peu plus, du coup, ce sidecar, ces milliers de kilomètres, Je sais pas, je pense tu pars, je pense que j'ai dû faire au moins 150 000 kilomètres avec ce sidecar. tout seul, avec des gens? Tout seul, la plupart du temps tout seul. Donc tu mets le sac dans le sidecar? Tu mets tes affaires dans le sidecar et tu vas à la rencontre des gens. C'est un aimant, un sidecar. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que tu peux aller n'importe où. T'es sûr de dormir. Enfin, à l'époque, t'étais sûr de dormir, de coucher dans un lit. Grosso modo, enfin, la plupart du temps. C'est-à-dire que tu allais dans n'importe quel village, tu rencontrais des gens, tu allais au bistrot du coin, tu rencontrais des gens qui avaient envie d'aller faire un tour, tu leur faisais faire un tour, et derrière, ils t'invitaient à dîner, ils te gardaient à dormir. Enfin, mais j'ai vécu des trucs incroyables. 150 000 kilomètres en France, ou t'as fait un peu... Quasiment en France, quasiment qu'en France. Okay. Moi, j'adore la France. J'adore la France. C'est un pays formidable. On n'a pas besoin d'aller très loin en France pour voir des beaux endroits, pour rencontrer des gens formidables, pour passer des bons moments.
Donc, ces 150 000 km, ça te prend combien de temps à peu près? Tu t'arrives Alors, c'est un sidecar que j'ai gardé plusieurs années, enfin, que j'ai dû garder 3 ans, 3 années à peu près. Entre-temps, j'ai eu d'autres motos, j'ai fait d'autres trucs avec d'autres motos. Mais c'était une moto de voyage, une moto de rencontre, une moto de... Voilà. Mais j'ai beaucoup, beaucoup roulé avec. À ce moment-là, pour faire tout ça, t'es seul dans ta vie? Ouais, j'étais seul longtemps. Enfin, Ouais, t'avais pas de... non, Bah, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Tu Ouais. dois en rendre de compte à personne, donc Ouais, c'est ça. forcément, super incroyable. Et quand c'est que tu te poses un petit peu, du coup? Bah, vers l'âge de 24 ans à peu près, je me suis dit que c'était pas une vie, enfin que j'allais pas, c'était soit je reprenais une vie normale entre guillemets, enfin ce qu'on peut appeler normale, donc me mettre au travail, peut-être construire une famille, etc., etc. Soit j'allais finir clodo vraisemblablement, tu vois, j'allais finir sur la route, quoi. Donc j'étais pas né pour finir sur la route, donc je me suis mis au boulot et j'ai vite travaillé beaucoup. Là, du coup, là, à ce moment-là, tu es toujours dans le sud-ouest? Non, je pars du sud-ouest, je monte à Lyon, parce que donc j'ai franchi des étapes incroyables. J'ai de mes Landes natales, je suis monté à Bordeaux. J'ai travaillé pendant quelques mois à Bordeaux, donc j'ai été loin déjà. Ensuite, de Bordeaux, je suis parti à Lyon et donc j'ai construit une famille à Lyon. Poser des valises. Pour quelle Donc, raison tu viens à Lyon, tu te rappelles? pour le job, Le job? ouais, pour le job. Salarié, donc, à Ouais, l'époque? dans la grande distribution, à l'époque, enfin, on revient au papier, mais à l'époque, tu achètes l'Express. L'Express, t'as les annonces, ça devait sortir le jeudi, l'Express, t'as des petites annonces t'as des annonces d'offres d'emploi. Tu envoies un courrier à cette annonce, l'annonceur te répond, et puis voilà. Donc j'ai été convoqué à un entretien à Lyon. J'ai traversé la France en train à l'époque pour venir à cet entretien, et puis j'ai été embauché par cette boîte et je suis venu travailler à Lyon. J'ai travaillé 6 mois à Lyon. Je suis parti à Bourges pour ce même groupe travailler pendant 6 mois. Et puis après, je suis parti chez un fournisseur de ce distributeur. Et je suis retourné à Lyon. Et puis après, je suis parti à Paris. Et puis j'ai vécu 10 ans, quasiment 10 ans à Paris ensuite. Ah oui. Et je suis revenu à Lyon ensuite 10 ans après, quoi. Donc là, pendant toute cette période-là, tu es salarié de Ouais, ces j'étais différents salarié groupes, dans mais, des grands groupes. mais Ouais. de la distribution. Non, pas dans la grande distribution. Non. J'ai travaillé peu de temps dans la grande distribution. Ah. Après, je travaillais chez un industriel fournisseur de grande distribution. Après, je travaillais dans un grand groupe de transport à Lyon, à la direction régionale de ce groupe-là. Après, je suis parti à Paris dans une boîte de com pendant quelques années. Et ensuite, je travaillais dans un grand groupe qui fait de la distribution automatique. Et donc, je suis revenu à Lyon. Voilà. Incroyable. C'est... Bah, c'est une vie professionnelle bien remplie, ouais, jusqu'à... Tu sens que tu dois arrêter la vie un peu solo, troubadour, moto, mais du coup, ta vie pro est quand même très... Oui, mais après, quand je me suis mis, en fait, Ouais. Mais euh, tu bouges quand même beaucoup encore. oui, bah, je bouge beaucoup parce que, enfin, moi, j'ai jamais fait les choses à moitié. C'est-à-dire que quand j'ai glandé, j'ai vraiment glandé. Quand je me suis mis au travail, je me suis vraiment mis au travail. J'ai construit une famille, j'ai eu 2 enfants, on est parti vivre à Paris, et puis, voilà, il fallait gagner du fric. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai gagné de l'argent, et puis voilà. Comment à ce moment-là, quand tu gagnes de l'argent, tu repenses un peu à tes années sidecar, J'ai jamais eu de tournée? nostalgie. J'ai plaisir à y penser, mais j'ai jamais eu de nostalgie. C'est fini, t'as tourné la page, t'es Ouais, passé à je autre tourne chose. pas. Genre, aujourd'hui, tu vois, enfin, c'est un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai refait un espèce de road trip, entre guillemets, l'été dernier. J'ai roulé 2500 km avec mon chopper. Je suis parti tout seul. Ça faisait 20 ans que j'avais pas fait ça, au moins. Et là, j'ai pris un pied de dingue. Ça t'a par contre là un peu de nostalgie à te Ouais, rappeler il y a un quand peu de t'étais jeune? nostalgie, mais j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Je suis allé en fin fond de la Bretagne chez des amis qui ont une maison sur l'île de Groix, donc j'ai fait ça que par des petites routes départementales, que des petites routes en mauvais état. Avec mon rigide, ça n'a pas toujours été rigolo, mais c'était fun. Avec le cheval. Avec mon shop rigide, ouais, avec le cheval. Et je suis revenu par contre plus rapidement parce que j'ai eu un très mauvais temps pour rentrer, donc j'ai pris l'autoroute quasiment tout le temps pour rentrer, mais j'ai passé vraiment un séjour incroyable et puis des plaisirs à moto que j'avais pas pas eu depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps. Pas de galère? Non, Oui. aucune. Non, Pas de aucune. panne, pas de... Non, rien du tout. pas- Une panne d'essence, mais j'avais une petite réserve d'essence en précaution. 2-3 trucs rigolos. J'arrive sur une station sans essence, la station n'avait plus d'essence. Enfin bon, voilà, des trucs comme ça. Mais bon, le plaisir des petits réservoirs et des motos comme ça. Et Mais du bon, coup là t'as fait quoi? T'as attendu que... non, j'ai attendu qu'ils remettent en route. En fait, c'était le système de gestion de la station qui était en panne depuis 2 jours.
Et le patron de la station, un génie, a été d'une gentillesse absolue et a réussi, je sais pas comment, à me sortir 5 litres d'essence de son truc. Il a réussi à le remettre en route pour 5 litres d'essence. Ça me coûtait une fortune, mais peu importe. J'ai pu, Repartir. en plus, je m'étais trompé d'autoroute, donc j'étais pas, tellement il pleuvait, j'y voyais rien. Donc au jugé, j'ai pris une sortie d'autoroute à un moment donné et je me suis retrouvé avec un panneau La Rochelle. Donc j'étais pas dans le bon sens. Non. Pas dans le sens du tout. Ok, ouais, mais ça, c'est les bonnes histoires des road trips en moto, ça. Ouais. Il y a toujours des... Non, c'était un chouette voyage. Donc cet été, j'ai prévu, alors j'ai encore rien prévu, mais je referai cet été un truc comme ça. Et là, pareil, tout seul. Ah ouais, moi j'aime pas rouler en groupe. Ok. J'aime pas C'est rouler en marrant. groupe. Bah, après, t'as groupe et groupe. Tu peux rouler à 3. C'est pas... Non, Non. enfin, je suis pas très fan. Je l'ai fait, hein, j'ai Ouais, roulé ouais. avec des copains à moto. Non, mais après, ça Mais s'entend, moi, hein, c'est bien. j'aime rouler seul, j'aime m'arrêter quand j'ai envie de m'arrêter, j'aime devoir de compter personne. J'ai envie de vivre à mon rythme. Et la solitude, c'est un truc qui est pas mal aussi. Enfin, d'être seul, Ouais, bah, il y a c'est un truc certaines qui est assez périodes, agréable. ça permet de Ouais, ça faire permet, le point. ouais, ça permet d'être bien sans contrainte aucune. On s'arrête quand on veut, on va où on veut. Voilà. Ouais, donc 20 ans après, quoi. Ouais, longtemps après, ouais. Alors, si on Longtemps remonte après. un peu, du coup, donc tu m'as dit donc 10 ans à Paris, après tu reviens sur Lyon. Donc, quand t'es parti à Paris, t'avais déjà fondé ta famille, c'est ça? Tu Ouais, c'est ça, travaillais, ouais, c'est là, ça. t'étais encore J'ai pas fait de salarié. moto, en fait, pendant une dizaine d'années à Paris. J'avais mon chopper dans mes Landes natales chez ma mère, que j'ai rapatrié, qui avait pourri, en fait, en 10 ans dans une grange, qui était vraiment sale état. Donc, j'ai tout démonté, tout refait, modifié le cadre, parce que le cadre était immense. Enfin, c'était un chopper des années 70 qui a été fabriqué aux États-Unis à l'époque, Importé? qui avait été importé, ouais, qui avait été fait fabriquer par un Français aux États-Unis. Donc, il avait acheté une Electra neuve à l'époque, en 74, pour faire un chopper aux États-Unis. Et Motofini l'a importé en France. Et la moto est passée de main en main. Et elle a fini dans les miennes. Et donc, c'était un cadre assez gigantesque, comme il faisait dans les années 70, enfin très très long, avec un immense col de cygne devant. Donc, si bien sûr, j'ai enlevé 20 cm devant et 30 cm derrière. Ah oui. Ouais, donc c'était un cadre gigantesque. Donc, je l'ai un peu compacté. Ouais, ça va bien sur les routes américaines, ça, mais... Ouais, et puis c'était un peu trop. Autant j'ai aimé rouler avec quand j'avais 20 ans, autant c'était trop grand, c'était trop gigantesque. Il y a une Springer immense, beaucoup plus longue que la Springer qui est sur mon shop actuellement. C'était une moto trop longue, quoi. C'était avec une salle à étage, mais à étage gigantesque. Enfin, comme tu peux imaginer, moteur pas en violet. Enfin bon, vraiment le truc années 70. Et donc j'ai les raccourcis, j'ai refait faire le moteur qui était en très très mauvais état, enfin qui s'était abîmé de pas tourner en fait. Et voilà, donc j'ai refait cette moto, j'ai reroulé avec, et puis j'en ai acheté d'autres, puis je suis reparti. Celle-là, elle reste quand même... Celle-ci, c'est la moto que j'ai toujours eue, que je garderai toujours. C'est la seule j'en ai eu plein d'autres, hein, que j'ai pas conservé, et celle-ci, c'est la seule que je garderai. Bah là, avec tout ce que tu me dis, je vais pas te demander combien t'as une moto avant de... Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais Ouais. pas du tout. J'ai Ouais. jamais fait le bilan et puis je m'en fiche. Oui, oui. Puis il y a beaucoup de motos qui avaient pas beaucoup d'intérêt. Toi, je te disais tout à l'heure, j'ai roulé en Electra pendant quelques années. Enfin, c'était une moto en plus d'autres. Bon, j'en regarde un souvenir parce que c'est attaché à des balades, des sorties avec des copains, des trucs sympas que j'ai pu faire avec. Mais c'est une moto à laquelle j'ai aucun attachement. C'est une moto standard. Enfin, tu peux en acheter une demain, c'est pareil. Tu as tout au long, même pendant les périodes de grande distribution, Paris, Lyon et tout, quand même continué à acheter des motos, à faire de la moto? Non, pas Ouais. du tout. J'ai pas fait de moto pendant très longtemps. Hein, À ce moment-là, là, ça fait... Non, j'ai pas fait de ça moto. stoppe. À Paris, j'ai pas eu de moto. À Lyon, quand je suis revenu à Lyon, j'ai pas fait de moto pendant, je pense qu'il y a quasiment 20 ans pendant lesquels j'ai pas fait de moto. Ok. Mais j'étais toujours très attaché à la moto, très intéressé par la moto, mais pour des raisons pratiques, familiales, c'était pas le moment. Voilà, donc j'ai fait une espèce de break un peu forcé, mais pas contraint. Ok. Pas contraint, c'était comme ça. Quand t'es plus jeune, t'arrives à l'expliquer, ce déclenchement d'amour avec la marque Harley? Ah oui, c'est pas compliqué, ça c'est facile. Hein. Je suis passé devant un cinéma un jour, j'ai vu l'affiche d'Easy Rider, et voilà, c'est tout simple, hein, c'est ça. Enfin, moi, Tu voulais le réservoir drapeau américain? Non, mais c'est pas ça, c'est le truc. Enfin, moi, l'affiche m'a fait flasher parce que c'est la liberté incarnée sur une affiche. Donc, c'est vraiment un résumé de ce que de la vie que je voulais avoir. L'affiche.
Et j'étais déjà dans un truc de moto. Moi, je devais avoir, c'était à une époque un peu différente de maintenant, où aujourd'hui un film il sort pendant 3 semaines et puis il part de l'affiche et on le revoit après sur les plateformes de téléchargement. À l'époque, un film ça passait, et c'est un film qui est sorti en 68, je crois, et donc ça passait, ça repassait dans les cinémas, etc. Donc c'est un film à l'époque qui était interdit aux moins de 18 ans quand moi je l'ai vu, D'accord. et je devais avoir 15-16 ans à peu près. On est rentré avec des copains dans le cinéma, ils nous ont laissé rentrer. Je sais pas quoi, enfin, je pense qu'ils s'en foutaient complètement. On est rentré, on a vu ce film-là, et moi je me suis dit, mais c'est la vie que je veux avoir, quoi. C'est vraiment ça c'est ma vie. Voilà, et puis alors les motos, alors, voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ça qui m'a, Ouais, qui a déclenché. ouais, qui m'a déclenché l'intérêt pour la marque Harley Davidson, pour les choppers, pour le mode de vie que j'ai pas eu comme ils l'ont eu dans le film, mais je me suis approché de ce mode de vie-là, de voyage, de liberté, Comment elle est développée la marque en France à cette époque-là? ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. La marque n'existe pas du tout en Il y France. a. Il y a quelques concessionnaires à Paris, il y en a un à Bordeaux. Euh, voilà. Il y a quelques mauvais garçons qui roulent à Harley, il y a pas mal de WL qui roulent, il y a quelques panettes qui roulent, il y a un peu de motos qui roulent, mais très peu. Ouais. Très, très peu. Et du coup, les premières que tu achètes, tu fais comment? Tu les trouves en France ou Ah oui, tu les trouves en France, oui, ouais. il y a des motos en France, il y a des motos qui sont souvent en très mauvais état, il y a pas mal de WL à l'époque qui traînent, hein, les latés de la guerre, hein, ça vaut rien du tout, ça c'est... Bon, moi j'en ai... Aujourd'hui, ça vaut un peu plus. Aujourd'hui, ça vaut une fortune, mais c'est de la folie, parce qu'un latte pourri, ça valait 500 francs à l'époque. Oh, Aujourd'hui, ça putain. vaut 25 000 francs, 25 000 euros. Ouais, Donc, où va-t-on, quoi? c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Moi, j'ai vu des lattés en caisse, 1000 francs, quoi. Oh, putain. Le latte complet en caisse, hein, 1000 francs, ça valait. Donc, Incroyable. et puis, ça nous intéressait pas beaucoup parce que enfin, ça avance pas, quoi, un latte. C'est rigolo, mais aujourd'hui, tout le monde est amoureux des lattés. Mais un latte, c'est un veau, quoi. C'est un sac, c'est une boîte 3 vitesses, c'est tout le temps en panne. Enfin, c'est pas génial, quoi. Donc c'est un truc, on a bricolé des trucs comme ça, mais ça ne nous a jamais excité. Ce qui était chouette, c'était de récupérer les Springers pour les couper en deux et les rallonger. C'était pas Jojo ce qu'on faisait à l'époque, hein, je t'annonce, hein, c'était parce que pour faire la forme ovale, je te passe les détails, mais ça c'était vraiment pas génial. Mais à l'époque, on faisait avec ce qu'on avait. Donc des fourches Pas eu d'accident des fourches de avec, latte, on en a coupé un paquet pour faire des fourches Springer super rallongées. Pas toujours très réussi, mais bon, c'était comme ça, quoi. pas d'accident avec le bricolage? Non, non, jamais, non, Ok. non, jamais. Bon, c'est déjà Non, ça. non. Non, j'ai quelques bases techniques qui me permettent d'éviter de faire les grosses erreurs qu'on peut faire de trucs pas assez solides, quoi. Ouais. Ok. À quel moment, du coup, la moto, elle revient? Quand. Alors, quand je reviens à Lyon, parce que j'ai une maison, un garage, de la place pour bricoler, et donc voilà. Donc je reviens à Lyon après c'est un long séjour à Paris, et donc là, bah, je rebricole, donc je retraîne dans ce milieu-là, je revois des gens. Tu récupères du coup ton shop? Ouais, Qui mon était shop, pas je mal. ramène des Landes, Tu le répares? je Tu le le remets coupe en deux, enfin je le modifie, je refais le châssis, je refais tout, je le remets propre et roulant, et je roule pas mal de temps avec dans cette version-là. Et puis il y a quelques années, j'ai rechangé mon cadre, rechangé ma fourche, enfin j'ai rechangé pas mal de trucs parce que le cadre était cassé après, c'est un cadre qui a beaucoup de kilomètres. Le cadre est en très mauvais état, il a été ressoudé je ne sais pas combien de fois, mais il a arrêté plus de casser, donc ça devenait plus possible de rouler avec. Donc le cadre est dans le hangar derrière, là, dans un coin bien au chaud. C'était un cadre avec un moyeu coulissant à l'arrière, donc c'était un cadre enfin, avec une toute petite suspension. Et donc j'ai trouvé une boîte aux Pays-Bas qui peut m'en refaire un, donc je pense que je vais refaire la version 2, pas la version 1, mais la version 2 dans quelques années. Voilà. Mais En bon, reprenant en reprenant ouais, l'idée c'est de me refaire de même, reprendre mais ce châssis-là, de me refaire ce châssis-là pour refaire quelque chose d'approchant. C'était une moto avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Le châssis était génial. Mais bon, j'ai plein de projets en cours en même temps ouais, j'ai vu. sur d'autres motos. Il y en a une qui est pas ici que t'as pas vu avec un moteur Chevrolet SNS. Voilà, un truc qui va être vraiment, enfin, qui doit être très très sympa. Mais bon, je peux pas tout faire à la fois, quoi. Aujourd'hui, t'as un peu plus de temps pour rouler ou Non. non? Non. Ok. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, j'en prends pas beaucoup, c'est un peu ma faute, hein. C'est le temps qu'on s'accorde aussi. C'est Mais sûr. je m'accorde pas suffisamment de temps pour moi, c'est clair. Et, mais il faut que je prenne du temps. Il faut que je prenne un peu plus de temps. Alors, à quel moment elle se fait cette bascule d'entrepreneur? Bah, j'étais entrepreneur avant parce qu'après ma vie salariée, j'étais entrepreneur pendant une dizaine d'années dans
autre domaine. J'avais ce projet depuis longtemps. Depuis très très longtemps, j'avais ce... Cette première expérience d'entrepreneuriat, elle se passe bien? Bon, elle se passe bien, elle finit mal, comme beaucoup. C'est une expérience qui a duré 10 ans, qui a été tuée par enfin, c'est un peu compliqué de parler de ça, mais c'est une activité qui s'est faite sur de la dette. En fait, c'est du développement sur de la dette. D'accord. Que de la dette. Donc, c'est une activité qui finit mal avec la crise de 2008, puisque voilà, c'est une activité il fallait pas qu'il y ait le moindre couac dans le développement de ce business-là. Il y a la crise de 2008, donc les choses sont mal finies en 2010. Bon, c'est la vie d'une entreprise. T'es tout seul ou t'as des Non, associés? non, avec des associés, Des beaucoup associés. d'associés, des fonds d'investissement, etc. Enfin, c'était un truc assez capitalistique. Et puis j'avais ce projet, enfin, en dehors de ce job-là, j'avais ce projet de créer un business sur le web depuis longtemps, parce qu'il y avait, dans la partie Harley, en tout cas, il y avait un pan vide, à mon sens, où il y avait des acteurs. Hein, c'est pas le manque d'acteurs, mais c'est des acteurs qui traitaient le problème, qui traitaient la problématique un peu à la légère, un peu à l'ancienne. On est en quelle année là? En 2010. 2010. Un peu avant, en Donc 2007. là, par contre, Harley est bien implanté en Ouais, Europe, en France. Harley est bien implanté, il y a un business sérieux, les concessionnaires vendent des motos, mais il y a des acteurs, il y a 2-3 acteurs majeurs sur l'aftermarket. Ouais. Sur le web ou en physique? Sur le web, enfin sur le web et en physique, parce qu'à l'époque les deux cohabitaient. Et donc j'avais ce projet de faire un business sur le web et en physique également depuis longtemps. Donc j'ai fait des essais avec des partenaires avec lesquels c'est pas très bien passé. Et donc j'ai décidé de le faire tout seul. En fait j'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec un associé qui n'était pas séparé quelques années après. Voilà, donc moi j'ai fait un modèle commercial un peu différent et on a eu plutôt pas mal de succès dans ce modèle-là. Ok. Et puis Vous le lancez où du coup là? Vous êtes placé où? À Villefranche. En On a démarré à Villefranche. Villefranche. On a déménagé quelques années ensuite, enfin quelques mois après, dans le Beaujolais, parce qu'on était en fin de bail dans les locaux dans lesquels j'ai démarré cette activité en 2011. Donc on a dû déménager en 2012. Et on a déménagé tous les 3 ans jusqu'à atterrir ici l'année dernière pour des problèmes de place. À chaque fois, on déménage parce qu'on a des problèmes Trop petit. Comment ça fonctionne ce KS au départ? Tu trouves des fournisseurs? Oui, les fournisseurs, moi je les connaissais parce que je traînais quand même dans ce milieu-là depuis longtemps. Donc j'avais certaines affinités, amitiés avec des gens comme Custom Chrome ou des gens comme Motor Six Storehouse ou d'autres. Donc j'étais quand même intégré dans le milieu, c'est-à-dire que je suis pas arrivé comme ça par hasard. Pour la petite histoire, fin des années 80, fin des années 90, j'avais un site internet qui s'appelait Custom Bike à l'époque, qui faisait 8 millions de pages vues par an, ce qui était énorme, énormissime. Où en fait je balançais des photos de tous les rassemblements Harley, parce que j'en faisais beaucoup à l'époque. Donc c'était l'espèce de bibliothèque de la vie Harley en France. Et j'ai fait ça j'ai tenu ce site-là pendant, je sais pas, 7-8 ans, 10 ans peut-être, je sais plus. Et puis j'ai abandonné au bout d'un moment. Ça te rapportait de l'argent? Non, pas du tout. Okay. Non, c'était... Par passion? Par passion, hein, par passion. Ok. Par passion. Dès que je voyais une Harley, je prenais une photo, je la publiais, des gens m'envoyaient des tonnes de photos du monde entier. Enfin, c'était assez rigolo. Hein. Ah ouais, donc lancerette de Freeway un peu ou de... Alors Freeway existait déjà. Hein. Ouais. Freeway existait déjà. Et, Attends, tu fais plus de vues que eux en vendait de magazine? Ouais, mais oui. Enfin, Internet avait déjà une portée mondiale, entre guillemets. Même si c'est pas le niveau d'aujourd'hui, mais il y avait de l'internet dans le monde entier, donc il y avait des vues qui venaient un peu partout. Mais c'est assez étonnant. Enfin, c'était le seul site internet de cette nature qui existait. On faisait des vidéos, on faisait des photos, on faisait. Et t'as lancé ça comme ça? Un jour, tu t'es dit, je vais. Ouais, un jour, c'était la curiosité. C'est la curiosité. En fait, Internet est arrivé. Moi, j'étais curieux de ce support-là, donc j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. J'ai créé une page HTML, une deuxième, une troisième, et puis voilà. Et puis après, c'est devenu très chronophage. Et donc, je m'en suis moins bien occupé au bout d'un moment, mais au bout pas loin de 10 ans, hein, je suis astreint à ce truc-là. Ah, c'est quand même énorme. Donc voilà, donc j'en suis beaucoup occupé, j'ai beaucoup publié, ça a eu beaucoup de succès, et puis j'ai fermé le truc du jour au lendemain parce que c'était la fin de cette période-là. Ouais. Ah, il y avait un potentiel derrière, mais c'est bien. Oui, il y avait sûrement un potentiel. Et à l'époque, on organisait un swap meet à Anse. Okay. Donc moi, j'habitais longtemps à Anse. C'est le même qui existe aujourd'hui?
Non, Non, il est Annonay, pardon, ouais, excuse-moi, non, je mélange non, avec celui à Anse, on d'Annonay. faisait un swap meet, on faisait un gros swap meet tous les ans, et qui était assez incroyable. C'était la manifestation lyonnaise de l'époque. Ouais. Du coup, qui ramenait beaucoup Ah ouais, on de... avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, Ouais, c'était un ouais. truc, c'était l'institution pendant 8 ans, on a fait ça. D'accord. Et puis on a arrêté, tout s'est arrêté à peu près au même moment, parce que quand tu t'occupes d'une assoce comme ça, bah, il y en a que 2 ou 3 qui s'en occupent en réalité, donc c'est beaucoup de boulot. Tout le monde a des obligations professionnelles à côté ou personnelles qui laissent pas suffisamment de temps pour s'occuper de ça. Donc au bout d'un moment, le truc s'est arrêté assez naturellement. À côté des deux, donc de la page internet et de ça, là, t'es salarié à cette époque-là, ou t'es déjà entrepreneur? Non, j'étais salarié. Ouais. T'es salarié. Ah ouais, Salarié. donc ton boulot, plus ça à gérer, Ouais, c'est ça. plus... Ouais. ouais, ça fait... Mais bon, du coup, ça te met quand même un pied là-dedans. Enfin, Oui, déjà, tout à fait. Moi, j'avais un pied, enfin, j'avais plus qu'un pied, hein, Ouais, j'avais les 2 ouais. pieds dans ce monde-là. Donc, je connaissais les acteurs qui m'ont permis assez facilement de rentrer dans ce métier-là. Quand vous commencez, comment ça fonctionne, vous, les... Parce que ça c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a posé question. Alors, c'est peut-être bête, mais je sais pas comment ça fonctionne. Il y a des pièces que vous récupérez dans vos locaux et que vous revendez sur le site, ou c'est quand les gens font des commandes, qu'ensuite En vous le fait, commandez à votre on a, fournisseur. enfin, je vais pas donner, enfin, je peux donner des valeurs, mais en gros, on doit avoir en stock 300, 400 000 400 000 euros de pièces, qui sont des lubrifiants, des batteries, du câble, des bougies, enfin, tout le consommable. Ça, c'est toi qui le détermine, les choses qui Ouais, s'achètent. ça c'est ce qu'on vend tous les jours en fait. Ok, ouais. Des kits de vidange, on achète des conditionnés, il y en a d'autres qu'on fabrique nous-mêmes. Mais ouais, c'est à peu près ça. On a un stock en bas de pièces de consommables. Et à côté de ça, on a des accords, enfin, on a des partenariats avec des distributeurs où en gros, quand un client passe une commande avant midi, on est livré le lendemain matin avant midi. Et donc, il y a juste un délai d'une journée entre le moment où le client passe sa commande et le moment où la commande va partir. Donc, c'est assez rapide. Ça, c'est pour 50% du catalogue. Et les 50% restants, c'est des produits plus difficiles Plus long. à se procurer, donc c'est forcément plus long. C'est des produits d'import qui peuvent être des imports, de l'import des États-Unis, d'Asie, ou même plus proches de nous, des Pays-Bas, d'Allemagne. Il y a pas mal de producteurs en Allemagne, en Italie, un peu en Espagne, enfin il y en a un peu partout en Europe, donc on va piocher des pièces un peu partout dans le monde. Ça a été ce fonctionnement-là dès le début de KS. Ouais, c'est dès le début, ouais. Ouais, dès le Dès début, le vous début. achetez un peu de cam et puis le reste se fait C'est ça. en accord Ouais. avec. Ok. Par contre, au vu du développement du site, ben, il y a besoin de plus de place. Ouais, Forcément. C'est ça pour ça il y a besoin que. de plus de place, ouais, mais chez nous, c'est pas le web en fait qui consomme de la place, hein. Le web consomme pas mal de place dans les bureaux parce qu'on a une équipe de rédactrices qui rédigent des fiches produits toute la journée. On a les achats où il y a 2 personnes qui s'occupent des achats, enfin de la partie logistique et des achats qui sont dans les bureaux. On a un responsable de tout ça aussi, donc ça fait pas mal de monde en administratif. Peu de gens en fait à la logistique parce que c'est pas des milliards de colis qu'on fait tous les jours non plus, donc c'est assez facile. Et puis le stockage, ça prend pas une surface de dingue. On doit avoir 400 mètres carrés de stock, 500 mètres carrés de stock. C'est pas énorme. Le plus gros de l'espace occupé aujourd'hui pour la vente de véhicules chez KS ou la partie atelier qui est consommatrice de place. Ouais. Alors, si tu peux nous réexpliquer ce que t'as un peu dit dans ta présentation. Donc, vous avez lancé KS. Pendant combien d'années vous étiez deux? Oh, ça n'a pas duré longtemps en fait. On a été vite plus nombreux. Je pense que la première année on a été 2. Je pense qu'à la fin de la première année on était 3 ou 4. Enfin, ça a vite progressé. Aujourd'hui on est 24 ou 25 dans la boîte. Mais très rapidement Ouais, vous avez pris du l'effectif. monde. Ouais. Et du coup, tu expliquais que vous avez racheté donc un garage au Oui, alors début. mon associé avait créé une boîte qui s'appelait Brother Offroad à l'époque, qui était un atelier de préparation de moto à Villefranche, qui faisait que de la préparation d'Harley. Donc nous sommes associés sur ce business de web. Et derrière, j'ai racheté son fonds de commerce 1 an après ou 2 ans après, je sais plus que c'est le timing exact en tête, mais on a racheté ce fonds de commerce pour légitimer comme je te disais tout à l'heure, la vente de pièces avec le montage de ces pièces-là. Ça nous permettait en plus d'avoir des compétences techniques en interne, c'est-à-dire que quand un client sait pas monter un truc, ça nous permettait d'avoir un technicien qui soit capable d'expliquer au client comment on fait pour le monter, donc qu'il puisse donner des conseils à distance.
Donc ça a été d'un grand profit pour nous de prendre ce business-là. D'accord. Il y en a qui achetaient chez vous et qui faisaient monter dans ce garage. Enfin, Oui, bien sûr. Il y Alors, avait de la prépa un peu des gens de la oui, région. tout à fait. Alors il y a des gens alors, c'est un garage qui faisait que de la prépa, donc qui faisait déjà qui avait une clientèle assez large déjà, plutôt nationale, enfin régionale, mais nationale aussi. Et le fait de développer ce site web, ça nous a amené aussi pas mal de business sur l'atelier, avec des clients assez éloignés qui seraient pas venus chez nous si on n'avait pas eu cette audience nationale ou même internationale, parce qu'on a quand même on a fait pas mal de motos pour des clients suisses. Enfin, on a fait des motos pour des gens un peu Champion de l'argent, du coup. Oui, des gens qui ont un peu plus d'argent, des gens qui ont des pouvoirs d'achat un peu plus élevés que certains chez nous. Ouais. Ok. Et dans le développement, du coup, à un moment, cette partie atelier, enfin, cette marque que vous avez rachetée, cet atelier que vous avez racheté disparaît, du coup? Non, ça s'est resté intégré. En fait, cet atelier est devenu ce qu'il est aujourd'hui, naturellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait encore beaucoup d'entretiens d'Harley, on fait un peu de préparation, on fait 1 ou 2 grosses préparations par an, on fait, allez, 1 moto complète par an. Est-ce que les gens du départ, par contre, sont encore là? Non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Non, tout le monde a volé ses propres ailes ailleurs. Les gens de l'atelier qui sont des gens compétents avec lesquels on a toujours des relations amicales sont partis en Suisse. Attirés par la Suisse, par des salaires mirobolants par rapport à ce qu'on pouvait donner à l'époque. Donc on a quelques contacts avec ces gens-là, mais tout le monde est parti. Donc je suis le seul Rescapé. le seul rescapé. Dès le début, tu sens que ça va bien fonctionner, qu'il y a une croissance qui se fait, qui est toujours positive. Oui, enfin, du moins dans le. On est parti de 0, donc on a Ouais. toujours une croissance assez soutenue. Sur le web, on a une croissance assez soutenue. Et puis là, la croissance est beaucoup plus importante ces dernières années par la vente de véhicules, puisqu'on a rajouté cette corde à notre arc, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on a un business qui est équilibré, on fait à peu près 50% de notre volume sur le web et 50% de notre volume sur la vente de véhicules neufs et l'atelier. Ok. Pas de souci. On est en live, hein, donc il y a quelqu'un qui venait voir Philippe, mais pas possible, on est en train de faire le podcast. Ok. Combien de temps que vous vendez les véhicules, du coup? Ça fait 4-5 ans. Donc on a commencé modestement il y a 4-5 ans par fournir une moto pour la femme d'un de nos clients qui voulait une 125. Et puis on a eu une demande pour une deuxième moto. Et puis on s'est dit il y a un truc, on va regarder. Et puis on a regardé. Et l'année dernière on a vendu pas loin de 1000 motos. Ouf. Ouais. En une année? Oui, par an, oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui, donc avec les 2 magasins, parce qu'on a un magasin Champagne, avec les 2 magasins, on vend pas loin donc de je 1000 comprends motos. que ouais, ça Ouais. fasse 50%. Avant qu'on parte sur le développement de maintenant, donc on parlait du développement, ouais. Quand vous avez lancé et pendant la phase de progression de KS, tu vois une évolution aussi dans l'achat des pièces, dans la mode du custom, dans le fait de retaper ses motos, ou pour toi ça a tout le temps été Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, c'est-à-dire que la clientèle change pas beaucoup malheureusement. Donc ça c'est un point qui est enfin sur la partie Harley en tout cas, ça c'est vraiment un vrai problème, c'est-à-dire que la clientèle vieillit et il y a peu de renouvellement, enfin il y a pas de gens jeunes, enfin peu de gens jeunes qui vont dans cet univers-là. fait partie. Ouais, ça c'est un vrai problème parce que il y a pas de renouvellement de génération. Donc aujourd'hui les gens qui avaient 40 ans, qui ont faisait des motos il y a 10 ans, bah ces gens-là ils en ont 50, ou ils avaient 50, ils en ont 60 maintenant. Ces gens-là, bah, ils font plus construire de motos, plus construire de choppers, plus de machins, mais on n'a pas de jeunes qui vont vers cet univers-là ou qui disposent en tout cas des mêmes moyens que ces gens avaient à l'époque pour faire des motos, ou qui mettent autant de moyens sur ces projets-là. Donc ça c'est le premier truc. Donc on a une clientèle qui est plutôt vieillissante sur la partie Harley. Et puis après il y a les modes sur la consommation des produits. On a fait des choppers, on a fait des bobbers, on a fait tout ce qu'on veut. C'est des club style en ce moment. Ouais, c'est le club Voilà, style le à club fond, style, là. on vend du Fairing Road Warrior à l'appel tous les jours. Voilà, donc c'est marrant. Ouais, c'est vrai que par contre, vous êtes vraiment
le miroir des différentes modes qui peuvent passer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Là, vraiment vous le voyez vraiment. ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, ça, c'est marrant. C'est Ouais, assez marrant. les modes changent et la mode du Road Warrior, c'est un truc des années 2000. Hein, c'est paradoxal parce que c'est quand il y a eu Son of Anarchy en 2003, dans ces années-là, là on revit la même chose, on refait les mêmes motos qui se faisaient alors avec des trucs un peu différents, mais c'est les mêmes produits. Donc j'espère que le chopper va revenir un de ces jours. J'y crois guère, Ouais. mais Ouais, après, on sait pas, hein. Il y a des choses qu'on se dit, qu'on a vendues ou qu'on a données, on aurait peut-être mieux fait de les garder aujourd'hui. ah non, mais ça, les choses que j'ai données, que j'aurais pas dû donner, ça c'est bête ça. C'est, Ça, il faut rien donner, il faut tout garder, il faut tout garder, il faut faudrait arriver pouvoir tout garder. ouais, il faudrait pouvoir tout garder. Alors, la clientèle est vieillissante, ok, sur le custom. C'est vrai que moi, j'ai autour de moi des gens qui en font, mais c'est vrai que peut-être que si on prend de la hauteur et qu'on regarde plus sur le marché, on est peut-être très peu à être là-dedans. Par contre, je pense quand même que Harley a réussi quand même euh, un rajeunissement aussi de sa clientèle. Je parle en moto neuve, hein. Je te parle en moto Je suis neuve. pas certain, je suis pas Tu certain. penses pas? Non, je pense pas. Enfin, effectivement, il y a des gens jeunes qui roulent la Harley, mais Ça aujourd'hui, représente peu de choses? ils ont pas. Je suis Je peut-être pense que ça trop blanc, représente peu de moi. choses. Aujourd'hui, ils ont peu de produits en fait pour répondre à ces gens-là. Ils ont des produits trop chers, à mon sens, et ils ont pas de cylindrée moyenne qui permettent. Ils ont essayé avec le 750 Street, qui a été, je pense, un flop commercial, qui était une moto pas adaptée aux attentes des consommateurs en Europe en tout cas, enfin en France en tout cas. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde la gamme Harley, il n'y a pas grand-chose. D'abord, les prix sont très élevés. Le ticket d'entrée dans la marque était élevé et a beaucoup augmenté ces dernières années. Et puis les produits d'entrée de gamme, entre guillemets, sont pas super sexy, quoi. Ok, ok, ouais, c'est vrai que enfin, c'est peut-être aussi trop dans mon cercle. Nous, on est un groupe, je me considère encore comme jeune à 40 ans. On est dans un groupe, voilà, à tous aussi. Moi, je pense que mes auditeurs commencent à le comprendre que je suis aussi très amoureux de cette marque, même si j'aime toutes les motos, toutes les marques, tout ce qu'il y a de roues, mais j'ai une affection particulière pour Harley Davidson. Et c'est vrai que mais j'arrive pas à avoir une vision. J'ai pas la même vision que toi, tu peux avoir de par le site et de par le recul des années où tu es là-dedans, euh, si on est un petit microcosme au milieu d'une population Ouais, non, aujourd'hui, on n'a vieillissante, pas, enfin, il y a pas de produit, à mon sens, hein, qui attire les gens de 20 ans. ouais, ouais. Et c'est un vrai Et problème. c'est eux qui Bah, c'est demain, eux qui, demain, dans 20 ans, auront le pouvoir d'achat pour faire modifier des motos, pour faire construire des trucs. Après, je pense qu'on sort aussi d'une période aujourd'hui quand je vois, on aime moins mettre les mains dedans Oui, alors qu'avant. je pense que les gens aiment moins mettre les mains dedans. Après, il y a des problèmes je dirais, de place. Les gens ne disposent pas tout le monde vit pas dans une maison, tout le monde vit pas avec un garage à disposition. Dans les sous-sols des immeubles, il n'y a pas d'électricité pour bricoler. Enfin, c'est compliqué. Est-ce que tu as une vision sur ce qui est vendu sur le site en pièces détachées, si c'est les gens le font eux-mêmes ou s'ils le font faire par un garage après? Alors, on a à mon avis, les deux tiers des gens qui le font eux-mêmes ou qui essayent de le faire eux-mêmes. Parfois, c'est pas facile. Mais non, non, principalement, les gens le font eux-mêmes, ou c'est beaucoup de copains, il y a beaucoup de réseaux, enfin de travail en réseau qui se fait, des copains, des copains, il y a beaucoup de bricolage, quoi, beaucoup, beaucoup. Non, ça fait super plaisir, parce que les gens, on échange avec eux, enfin, c'est génial, quoi, les gens appellent pour prendre des conseils de montage, et comment tu ferais pour faire ci et ça. Non, c'est plutôt sympa, il y a les gens bricolent quand même pas mal. Mais par contre, sur ta clientèle, toi, enregistrée sur le site aujourd'hui, on est sur une population Plutôt vieille, ouais. au-dessus des 40, au-dessus des Ouais, 50? ouais, ouais. Je pense que la moyenne d'âge doit être à 45-50, ouais. Ok. Ok. Par contre, des clients fidèles, je suppose. Oui, mais globalement, on a des clients fidèles, hein. Globalement, enfin, c'est rigolo parce que quand on voit les numéros des comptes clients, enfin, ça te donne à peu près l'année de l'entrée du client dans la boîte, quoi. Et il y a des gens depuis le début, enfin, des gens qui reviennent depuis le début, ouais, c'est assez chouette, ouais. Il y a des clients avec lesquels on a vraiment des relations amicales, tu vois, c'est vraiment très sympa, quoi. Ok. Oui, oui, je pense que. Alors, vous avez aussi le côté du coup prépa, comme on disait. Donc, je suppose que vous avez eu des clients aussi qui ont fait faire leur moto chez vous. Ouais, alors c'est pas toujours les clients qui ont fait faire les motos chez nous qu'on revoit ou qui sont passionnés. On a fait beaucoup de motos chères à l'époque, des budgets de porc, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et Si tu c'est des peux gens nous qu'on donner voit une fourchette? 50, 100 000, quoi. Ah ouais. Ouais, Vous avez déjà fait des motos à 100 000. oui, Incroyable. ouais, Français pour des Français? oui. Et c'est Ok. des gens qu'on revoit jamais. C'est des gens qui se font faire un jouet qu'on revoit pas.
en fait. D'accord. Non, des roues Et qui voitures. roulent avec au moins ou... Ils ont roulé quand c'est sorti d'ici, mais c'est des motos qu'on n'a jamais revues, quoi. Ok. Harley? Oui, Carlet. Ok. Carlet. Il faut y aller pour faire une prépa à 100 000. Ah, c'est vite fait, hein. Enfin, tu sais, aujourd'hui, enfin, j'ai fait un devis encore cette semaine ouais, pour un client qui veut une espèce de repro d'une Thunderbike, enfin, et le budget pièce, c'est plus de 100 000. Le budget pièce, hein, sans la base. Hein. Sans main-d'œuvre, sans rien, sans peinture, sans sel, le budget pièce. Donc aujourd'hui, Nos chers amis allemands. Du ouais, coup. c'est ça, mais les pièces sont tellement chères, enfin, les roues, les bras aussi, les machins. Ah bah moi je suis allé un peu sur leur site parce qu'il y a des pièces même à monter nous-mêmes sur de Bien sûr, l'aftermarket oui, pour oui, tout à regarder fait. un peu ce qu'ils faisaient qui sont. Mais quand je vois juste des jantes à 10 000 euros, C'est une ça, ouais, jante, c'est ça. C'est ça. j'imagine bien que ouais, ça peut Tu vois, l'année monter. dernière, on a fait une réplique de Captain America pour un client. Je crois que le budget hors immatriculation, c'était 55 000. Hein. Enfin, ça va vite. Hein. Enfin, une construction complète. Hein. Ou un moteur, hein. Enfin, on met tout, un cadre, un moteur, des roues, on met Vous tout, partez tout, tout. de la base et. Pas. Mais encore que je sais pas, parce que le réservoir, je sais pas si le client l'a pas fait peindre lui-même. Mais c'est vite des gros budgets, quoi. Ah non mais c'est sûr, de toute façon t'as des pièces qui coûtent très très cher. Hein. Donc t'as des pièces, c'est le prix d'une moto d'occasion. Hein. Ah oui, c'est ça, bien sûr, Donc, oui, oui. Enfin, on a vendu un primaire, je sais plus, il y a quelques semaines, 4500 balles, c'est le prix d'un sports, quoi. C'est quand même beaucoup d'argent pour une courroie et un embrayage et une poulie, quoi. Enfin, bon. Ouais, c'est sûr. Au fur et à mesure des années, vous continuez toujours à grossir votre catalogue. Oui, Vous enfin, rentrez des nouveaux fournisseurs. ouais, Vous faites... alors on en élimine. Il y en a certains qui s'éliminent naturellement. Le Covid a fait beaucoup de dégâts hein, sur les fournisseurs américains particulièrement, où il y a eu beaucoup de disparitions de sociétés. Il y en a qui renaissent hein, malgré tout, qui sont rachetés après les difficultés, après le passage du Covid, mais on élimine pas mal de fournisseurs avec lesquels c'est compliqué de travailler, qui font des produits où la qualité baisse, donc on en élimine pas mal, et puis on essaye de rentrer de nouveaux Ouais, parce que fournisseurs. de toute façon, les clients se retournent contre vous si jamais il y a une problématique. Ah oui, bien sûr, c'est nous, oui, Ouais, le problème c'est nous, c'est pas le fabricant, c'est nous. Ouais, ouais. Et puis on tend vers vers des produits homologués. Parce que il y a peut-être le contrôle technique demain, les gens ont envie de customisation quand même, Espérons pas. donc on cherche Tout de des suite. fournisseurs d'échappement homologués. On a pas mal de clients suisses, donc on doit leur fournir des produits. En Suisse, tout doit être homologué, donc les guidons, les repose-pieds, enfin tout. Donc c'est plutôt bien parce qu'on rentre ça dans notre catalogue, donc c'est des produits plutôt de qualité, pas forcément beaucoup plus chers. Donc on essaye d'entendre aller vers ces Ça, c'est une produits-là. décision que vous avez prise vous. Vous aviez une demande des gens qui vous. On sent qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie attente des clients, sur les échappements en particulier. Ok. Il y a une attente enfin, sur les échappements, c'est au-delà des consommateurs, il y a un environnement qui tend à aller vers le silence, vers le moins de bruit. Malheureusement. Ouais, je sais pas si c'est malheureusement, je pense que il y a eu trop d'abus. Ouais. Je Mais pense je trouve que c'est comme d'habitude en France, c'est que quand il s'attend, c'est excessif aussi. Mais je C'est-à-dire pense que dans notre communauté, particulièrement sur la marque Harley Davidson, il y a eu vraiment des abus. Rouler en échappement libre, faut pas déconner, quoi. Ça a pas de sens. Et puis le son est pas beau, c'est bien plus beau quand la sonorité est ronde, un peu sourde, etc. Donc, je pense qu'on paye aussi un peu les pots cassés de tous les gens qui ont abusé du son et qui aujourd'hui, le voisinage veut pas de bruit, plus personne veut de bruit, donc il faut qu'on arrive à proposer des produits aux consommateurs avec des sonorités sympas, pas trop fortes, et dans des budgets raisonnables. Rapidement, très rapidement, petit aparté, ton avis sur le contrôle technique, toi? Moi, j'ai pas d'avis. Enfin, moi, j'ai pas d'avis sur la loi. Enfin, j'ai mon avis personnel. Moi, Et ton avis personnel, du coup? mon avis personnel, je pense que c'est une idiotie, mais je pense qu'il y a une idiotie. En plus, le truc n'est pas abouti du tout. C'est-à-dire que personne ne sait vraiment comment ça va marcher. Certains parlent de contrôle visuel. Donc, un contrôle visuel à 65 €, à 50 €, ça n'a quand même pas de sens. Donc, soit on va au bout du truc et puis on met un vrai contrôle qui permet aux gens de modifier des choses. En disant, si demain, comme en Suisse par exemple, on peut changer son cadre ou son moteur. À partir du moment où c'est homologué, c'est homologué. Donc, on peut transformer sa moto en rigide avec un cadre homologué, on change ses freins, son guidon, son machin, et on présente un véhicule
véhicules au service des autos, ça s'appelle comme ça en Suisse, au bureau des autos. Ils regardent les différents composants qui rajoutent derrière la carte grise. Hein. Monsieur machin a changé un cadre, une roue, hein, etc., etc. Derrière, il y a un petit roulage qui est fait et il valide et le gars peut rouler comme ça. Donc, allons jusqu'au bout. Si c'est pour un contrôle, s'il y a du contrôle, bon, allons jusqu'au bout. Mais la France n'ira pas jusqu'au bout. Et en Allemagne, c'est un peu comme en Suisse aussi. C'est un peu différent, mais c'est assez proche. On peut tout modifier à partir du moment où les éléments sont homologués. Ok. Mais en France, on n'ira pas là-dessus. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc moi, je pense que dans la forme, je pense que c'est une bêtise. Enfin, Ouais. À voir la suite. Ok. Alors, on va repartir un peu du coup sur le côté pièces et tout. J'ai à peu près compris le fonctionnement. Je pense que nos auditeurs aussi. Ça représente en termes de somme. Tu disais 50%, mais ça représente quoi du coup en termes de approximativement, hein, je te demande. c'est grosso modo le business des motos neuves, c'est 2,5 millions, 3 millions, et pareil les pièces détachées. Ok. Tu as des concurrents sérieux sur la partie vente en ligne? Oui. En France, français? Oui, on a des concurrents sérieux. En France, enfin, on a des concurrents. Moi, c'est ça d'avoir des concurrents. Ça nous dynamise, ça nous oblige Bien sûr. Ah, non, à non, être mais c'est sûr. dynamique, à réfléchir, à faire des trucs. Donc ça, c'est plutôt bien. Le plus gros, enfin, le problème de notre métier, mais comme beaucoup de métiers, c'est la concurrence asiatique ou en Europe par des gens qui distribuent des produits qu'asiatiques. Donc il y a des gens qui sous des labels aujourd'hui en Europe qui distribuent des produits Alibaba et Alibaba, machin. AliExpress, enfin des produits vraiment de très mauvaise qualité, beaucoup de copies. C'est très dommageable aux marques qui sont en place. Hein. Aujourd'hui, ça me rend malade de voir des filtres Arlen Ness avec le logo Arlen Ness, mais qui sont des copies, ou du Performance Machine, ou du Figure Machine. C'est encore pire parce que la marque n'existe plus depuis presque 10 ans maintenant, mais on en voit en vente en neuf, et etc., etc. Donc ça, c'est ou de la copie de Kuryakin. Enfin, Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez des vérifications? nous, on n'agit pas là-dessus. Nous, on peut pas agir. En fait, c'est pas nos marques, donc on n'a aucun pouvoir là-dessus. Moi, ce qui va triste, c'est de voir le consommateur qui achète ce produit-là sur AliExpress ou Alibaba ou je ne sais qui, ou en Europe sur les sites de revente de ces pièces-là. Donc, toi, de par tes fournisseurs, tu peux pas avoir de faux. Ah non, c'est Ouais, impossible. c'est impossible. Voilà, C'est c'est ça que je. Ah non, nous, on vend que la pièce originale. Donc c'est impossible qu'on vende de la copie. Enfin, moi, je ne vendrai pas un filtre à la NES. Ouais, non, mais toi, tes fournisseurs t'assurent ou tu sais la traçabilité Ah oui, qui oui, fait absolument. que. Non, Ouais, non, non. ok. Nous, on vend de la pièce qui vient d'Asie, hein, forcément, comme tout le monde, hein, mais c'est de la pièce originale, ou alors c'est la reproduction de pièces OEM, et là, c'est encore différent, parce que c'est fabriqué, enfin, c'est la reproduction qui est faite dans un cahier des charges très strict, et c'est l'équivalent de la pièce d'origine. Mais bon, aujourd'hui, quand on ouvre une boîte d'Harley, les roulements, ils sont made in China, hein, donc la Ouais. Chine, c'est pas une hantise non plus, hein. Non, non, non. Mais moi, ma hantise, c'est la copie de la copie de la copie, quoi. On a un gars l'autre jour qui est arrivé avec un Sportster avec des commandes avancées dessus, tout brinque-ballé, enfin ça n'allait pas, donc il nous a demandé de regarder, tout était en métrique dessus. Donc forcément, il y a un Tout en problème. métrique, mais il y avait rien calé, quoi. C'était un scandale. Alors, effectivement, il avait payé un truc 250 €, enfin ça lui était revenu à 250 €, que nous on doit vendre 500. Mais bon, il en avait pour son argent. Un autre client, la moto est là encore, avec un Softail, je ne sais quoi, où il a pareil des commandes avancées, ces espèces de copies de chez NES, tout branle dessus, tout branle. Alors le maître-cylindre est mort, le maître-cylindre de frein est mort, les repose-pieds branlouillent dans tous les sens. C'est vrai que quand il l'a reçu, c'était pas vilain. Mais voilà. Mais ça, c'est des éléments d'esthétique. Le maître-cylindre de frein, c'est comme un élément de sécurité. On a vu une boîte allemande qui commercialise que des produits, que du AliExpress, en fait, labellisé à sa marque, qui vendait des roues gros rayons et qui a dû les retirer du marché parce que les roues cassaient les unes après les autres. Et c'était pas des rayons, rayons, c'était des roues moulées avec des rayons. Ok. Donc ouais. Et donc voilà, enfin on voit des trucs aberrants quoi en termes de sécurité, c'est de la folie. Alors quand on vend des sacoches et des machins en plastique, c'est pas bien grave quoi. Mais quand on vend des éléments de sécurité, même un guidon qui casse, on peut avoir un C'est pas accident très grave. Hein. dommageable. Et quand on voit des systèmes de freinage des bêtes cylindres de frein, des choses comme ça qui sont des copies ils vendent des copies de rebus finis par exemple.
Ils sont pas mal, hein, visuellement, sur les photos, c'est joli. Ça ressemble. Ça ressemble, mais ça vaut un quart du prix. Alors, je comprends que ça puisse tenter des gens, mais c'est des éléments de sécurité. Et puis, Rebefini, c'est une petite boîte, c'est des artisans qui bossent en Italie, qui se donnent du mal pour développer leurs produits, pour développer leur catalogue. C'est un scandale, quoi. Ouais, mais C'est c'est sûr. nos amis de MD qui fabriquent des carters, des couvre-culbuteurs striés, enfin qui font toute une gamme de produits, qui se sont fait copier leurs produits pareil, par des boîtes comme ça, avec des finitions dégueulasses. Enfin, c'est un scandale, quoi. Ouais, et puis je pense que le prix aujourd'hui est quelque chose de très important pour les gens et ils réfléchissent pas des fois plus loin et du coup Ouais, il y a des clients. Alors, il y a des clients qui pêchent un peu par naïveté, parce qu'ils connaissent pas, donc ils achètent un produit, ils voient un produit chez nous, un filtre à air qui vaut 500 balles. Effectivement, je peux comprendre qu'un filtre à air à l'ANS, 500 balles, ça puisse paraître cher. Maintenant, l'ANS, c'est une petite boîte, hein, c'est une boîte, ils sont 50 personnes aux États-Unis, ils se donnent du mal, ils développent des produits, c'est des artisans, enfin, c'est des gros artisans, mais c'est des artisans, ben, leurs produits sont copiés, voilà, lamentablement, et puis des gens osent même copier le logo ou modifier un petit peu le logo pour que ce soit pas exactement pareil. Enfin, c'est triste. donc voilà, moi c'est ma crainte de l'avenir. Ouais, C'est qu'il y ait la des copie, clients la pâle copie asiatique. qui prennent le dessus. Non, c'est dangereux, c'est dommageable pour notre business, parce que ça, au contrôle technique, ça passera pas, en particulier si demain il y a les contrôles techniques, ça pourra pas passer, enfin, ce qui est plutôt bien pour nous, mais il faut que les gens se rendent compte que le prix, enfin, le custom, ça a une valeur, et on peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quel produit. Alors, les gens me disent, ouais, un cache-embrayage, c'est qu'un cache-embrayage. Oui, j'entends, mais quand il y a un logo NES ou un logo machin dessus, ça me fait mal au cœur pour les Américains qui se donnent du mal, qui ont développé des beaux produits, qui sont là depuis 50 ans à développer du business. Ben, c'est dommageable pour leur business, quoi. C'est pas juste. Je comprends. Bon, espérons que les choses partent pas trop fort là-dedans, même si c'est vrai que C'est parti fort déjà, très ouais. fort. Mais chez KS, on vend que la pièce originale. Ok, bon, ça c'est déjà l'essentiel. Partie vente, du coup, rapidement, parce que ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. Ouais. Partie vente, donc ouais, donc au départ, des demandes de clients, du coup, vous... Oui, bah, c'est de la rigolade, hein. Je me rappelle très bien qui c'est la enfin, l'épouse d'un client qui me dit, je voudrais bien une moto, machin. Une deuxième qui nous dit, ouais, j'ai vu un espèce de petit chopper, rigide, orange, on se dit, qu'est-ce que c'est ce machin-là? Alors, on a cherché, on l'a trouvé, effectivement, c'était importé en France. Et puis voilà, et puis on s'est dit, bah, il y a peut-être un sujet, donc on a un peu regardé le marché, on a regardé où il y avait des trous dans la raquette pour savoir, enfin, quelle marque était disponible. Ouais. Donc on a fait quelques expériences douloureuses, hein, parce qu'on n'a pas fait que des bonnes expériences avec les marques qu'on a pu distribuer. Okay. Et puis aujourd'hui, on distribue 23 marques. Voilà, donc on a des belles marques comme Royal Enfield, comme Fantic Motor, comme plein d'autres, hein, comme Moto Morini. Enfin, voilà, donc on est très heureux aujourd'hui de vendre des motos. Ça élargit notre clientèle, ça élargit pas mal notre business sur le web aussi, puisqu'on distribue toutes les pièces détachées pour ces motos-là, pour ces marques de motos-là, tous les accessoires. Donc voilà, c'est la continuité de... C'était un choix d'avoir autant de marques? Non, c'est notre appétit. Ça s'est fait comme ça? C'est notre appétit. Vous avez été démarché aussi par des marques une fois qu'ils ont vu que vous vendiez, ou c'est Non, principalement... on a beaucoup été vers les marques. Et puis on a la chance de travailler avec des distributeurs qui distribuent plusieurs marques, donc ça nous a permis de récupérer l'ensemble d'un catalogue. Et puis on s'est donné du mal, on a fait ça sérieusement, donc des marques nous ont fait confiance. Voilà, donc on a vraiment des belles marques aujourd'hui, on est très très heureux de travailler avec ces belles marques, quoi. Ouais. Vous avez des quads aussi, j'ai vu. Enfin, ouais, ça c'est... tout est dit. Non, c'est pas notre métier. Enfin, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est étonnant. C'est un autre métier. C'est un autre métier. On se rend compte qu'on peut pas tout faire, quoi. Ouais. Donc ça, c'était un essai, ça va pas forcément durer. Si, parce qu'on a une vraie demande en fait. Il y a une vraie attente en fait des consommateurs locaux, ou même parfois un peu plus loin, sur certaines gammes de produits. Il y a des produits qu'on fera plus. Il y a des produits très techniques, très chers. C'est pas notre métier. Nous, on sait vendre du petit quad, moyenne gamme, pas dans des prix raisonnables. On a des produits en bas à 20 000 €. C'est pas notre job. C'est pas notre job du tout.
Mais vendre du quad entre 5 et 10 000, c'est vraiment un truc qui a du sens. Qui a du sens parce qu'on a la clientèle. Moto électrique, vous avez? Moto électrique, donc on est concessionnaire zéro, oui. Ouais. Donc on a zéro, on a une gamme de scooters électriques aussi, on a des espèces de vélos moteurs électriques. Ça, On a une gamme assez large. tu sens Il y a un un vrai engouement intérêt. pour ça? Il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt. D'abord, moi je conseille à tout motard du thermique dont je suis de venir essayer une zéro chez nous ou ailleurs. C'est une expérience incroyable. C'est vraiment... moi, je n'étais pas très fan de l'électrique. Bon, on a eu l'opportunité de récupérer cette marque. C'est une belle marque, c'est une marque américaine. Donc, je trouvais ça sexy d'avoir zéro. Jusqu'à ce que j'essaye ces motos-là. Et vraiment, c'est des motos à sensation. C'est des motos qui apportent beaucoup de plaisir en roulant. C'est très différent de tout ce qu'on peut aimer par ailleurs. Mais c'est assez fun de rouler avec ces motos-là. Mais je t'invite à venir essayer j'entends zéro. Il y a une gamme, l'invitation. Équivalent 125 et grosse cylindrée. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Moi, j'adore rouler avec les 125, enfin les équivalents 125. C'est les plus sexy, les plus légères, les plus puissantes, enfin sur de 0 à 100, en fait, c'est les plus intéressantes. C'est vraiment fun. Ok, bon, j'entends l'invitation. Ouais, non mais vraiment, il faut que tu essayes, c'est vraiment incroyable. Ok, super, je pense qu'on a fait un bon petit tour de toute cette belle histoire de KS. Merci d'avoir partagé. Ouais. Merci d'avoir partagé aussi la partie un peu plus personnelle. Elle est marrante, je trouve comme d'habitude, comme à chaque fois que je fais un podcast, je le finis un peu de la même façon, mais je trouve un lien à tout ça entre qui tu es, comment tu as été élevé, ce que tu as vécu et au final ce que tu as réussi à créer. Je trouve qu'il y a un peu une ligne directrice et même dans ton souhait sur la conduite, ta vision de la liberté en solo et tout, c'est assez intéressant, c'est rigolo. Enfin, je me dis que il y a toujours une petite ligne directrice qui amène les gens quelque part et que même si t'es passé par des étapes, moi ça a été un peu pareil. Enfin, je compare aussi des fois un peu à moi où je suis passé par du salariat dans certains domaines et au final, je reviens sur des choses qui me passionnent plus et c'est un beau parcours. Donc félicitations en tous les cas. Merci, c'est gentil. Pour avoir fait tout ça et puis être arrivé à aujourd'hui à cette belle marque de KS. On restera alors sur l'invitation à tous de venir essayer les différentes motos et je pense les motos électriques parce que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui n'ont pas essayé, enfin qui peuvent avoir des avis peut-être par ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient. J'invite vraiment les détracteurs de l'électrique à venir essayer parce que c'est une expérience incroyable. Je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, mais je vous invite à essayer ces motos-là parce que c'est une expérience incroyable. Okay. Est-ce que vous allez reprendre les sorties moto comme vous avez fait? Oui, bien sûr. Ouais, vous avez il y a un gros programme là qui est en train de se faire, de se bâtir. On va faire une semaine au mois de juin sur le thème de Royal Enfield. Donc on va avoir toute la gamme Royal Enfield à laisser, mais avec un nombre de motos important à laisser. Et ça va se clôturer le dimanche par une grande balade ouverte à tout le monde. Enfin, il y a un gros programme qui est en train de se bâtir. Il y a pas mal de trucs. J'ai vu passer une date ce matin sur la One Ride, qui est pareil, une sortie. Ça, c'est que des motos Royal Enfield qui sortent là-dedans. Il y a un truc sur Fantique au mois de juillet aussi, une balade, une semaine de porte ouverte Fantique, avec toute la gamme à laisser, qui se terminera le dimanche par une grande balade dans le Beaujolais où on organise on offre un pique-nique en fait aux gens qui participent. Donc ça, tous les gens qui sont intéressés par cette marque-là, par essayer des motos, peuvent venir nous voir. Et on a des motos à prêter pour la balade du dimanche sur cette marque-là. Et puis il y a plusieurs dates qui sont en train de se construire sur l'ensemble des marques pour organiser des balades, des barbecues, des machins. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont en Il va y avoir pas mal d'événements. Il y a pas mal d'événements. J'ai pas le planning en tête, mais il y a des choses qui sont en train de se préparer. Ouais. Donc, pour toutes les personnes intéressées par des pièces Harley-Davidson ou toute autre marque de moto, ne pas hésiter à aller sur le site. Donc, c'est KS Motorcycle. L'achat de moto, donc on est sur Anse. Sur Anse et sur Champagne. Et sur Champagne. Donc, 2 concessions où vous pouvez venir voir et essayer les motos. Et puis après, n'hésitez pas à les suivre aussi sur les réseaux parce que il y a pas mal de petites choses qui sont annoncées, qui sont faites sur les réseaux qu'on annonce sur les réseaux et du coup ça permet de voilà, puis ça peut vous rajouter éventuellement
la possibilité de rencontrer du monde du milieu de la moto et faire des balades avec, voilà, ils sont tous comme Philippe, ils sont tous très cool parce que ça fait un petit moment, moi, que je suis client, ça fait un petit moment que je passais déjà quand vous étiez de l'autre côté là-bas, donc voilà, c'est une super équipe, ils sont super sympas, donc n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup, Merci Martin. Philippe, et puis à très bientôt. À bientôt.